Vous allez bien? Très bien. Et vous-même? Super. Je suis ravie de participer à ce dispositif de rencontre connectée. Voilà, c'est la deuxième me concernant et c'est un régal, c'est un vrai régal. Bon, pour moi, c'est une première, mais je trouve ça oui, à la fois très rigolo et nécessaire en ces temps. Exactement, exactement. Alors nous, on a souhaité vous avoir dans ces rencontres, voilà, pour votre tout dernier roman, donc le troisième, La Relève. Donc je vais le présenter, voilà, qui est sorti en mars dernier. Donc, avant d'en parler et de rentrer un peu dans le détail du livre, juste peut-être vous demander où vous êtes là, si c'est un environnement qui est très singulier pour vous, particulier, personnel, et si c'est peut-être un lieu dans lequel vous êtes resté cloîtré pendant le confinement. Alors, c'est un lieu à la fois très singulier et très familier, parce que je suis chez mes parents dans la bibliothèque de mon enfance, une partie de la bibliothèque de mon enfance. Ça n'a pas été l'endroit où je me suis confinée avec ma famille, mais je suis en Normandie depuis le début du confinement. On a la chance d'avoir une maison où nous sommes que tous les quatre avec mon mari et mes enfants. Mais voilà, là je suis venue parce que j'étais certaine de trouver une connexion un peu correcte pour pouvoir vous parler. Voilà, donc je suis parisienne d'habitude, mais pas plus depuis le mois de mars. Donc c'est assez... Très bien. Et le confinement s'est bien passé? Il a été propice pour nourrir des nouvelles pages d'écriture ou plutôt bloquant à ce niveau-là? C'était des conditions très privilégiées parce que j'étais au bord de la mer avec une vue assez imprenable sur la mer. Donc j'avais de l'espace et du temps. En revanche, de l'espace mental, pas beaucoup parce que mes enfants n'allant pas à l'école. Ils sont pas très très grands, 5 et 8 ans. J'ai eu assez peu de temps pour m'évader, pour penser, pour réfléchir et peu de temps pour lire aussi. Voilà, donc j'ai écrit en revanche, mais pour le cinéma, des scénarios que je devais rendre à mes producteurs. Et en ce qui concerne la littérature, c'était un peu frustrant de ne pas avoir cette chambre à soi, voilà, ce petit temps. Cela dit, je viens juste donc de sortir un roman et je suis plutôt dans une période de réflexion sur le prochain. Je sais exactement, je sais où je vais, je connais le titre et le contenu de mon livre, mais encore faut-il y penser et je le couve. Le nourrir, exactement. Alors pour les trois précédents, et La Relève ne fait pas l'exception, vous êtes quand même assez, on va dire, intéressé par ce que j'appelle moi la question des générations en fait, hein, que ce soit pour le berceau, on était sur la naissance et la relation d'un grand-père à sa petite fille à venir. Pour la jeune fille aux cheveux blancs, on est sur une période plutôt de la séquence transition de passage à la retraite. Oui. Et pour La Relève, là, vous nous embarquez avec un temps fort de l'adolescence. Ces séquences de transition, on va dire, qui marquent l'âge hein, dans une vie, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement? Beaucoup. Effectivement, le mot de transition est juste, hein, de mue. Là, on peut parler de mue adolescente aussi. Et, j'aime bien ces moments. Alors, on vient tous un peu de le vivre avec le confinement de manière collective, mais ces moments où on est un peu décalé par rapport à la vie qu'on menait. Il y a tout à coup une bifurcation dans la trajectoire qui nous oblige à être un peu dans un hors-temps, dans une bulle qui nous transforme et qui transforme notre regard sur le monde et sur nous-mêmes et qui peut, en tout cas, en l'occurrence pour mes personnages, ça joue comme un détonateur, comme un révélateur. Et ça, je trouve que c'est très riche sur le plan romanesque et de la narration. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à... Oui, tout à fait. Et oui, les rapports entre générations, c'est aussi la réinvention de soi que je cherche à creuser probablement, et le rapport au temps et à cette capacité à se réinventer à tout âge de la vie. C'est ça, ce qui fait barrière ou ce qui permet d'avancer en tout cas. Exactement. Ouais. Alors pour La Relève, donc on découvre César, qui est un jeune homme de 15 ans. César, il évolue dans une famille, on va dire, assez ordinaire au final, mais en avançant dans le roman, on découvre que pas tant que ça. Je vais m'expliquer.
Ordinaire parce qu'on est dans une famille bienveillante, une famille qui est dans un cadre de vie plutôt aisé, un papa qui a réussi dans les affaires, notamment dans le secteur du tourisme. On vit bien, on met les enfants dans des écoles privées, ils vont ensuite dans des établissements, on va dire, UP parisiens. Donc César, c'est le Benjamin de la fratrie, il a deux frères jumeaux, qui suivent droit, on va dire, la destinée qu'on leur destine, justement. Oui. Et César, un matin, reste bloqué dans son lit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une scène qui serait… Vous êtes scénariste. Donc, quand on rentre dans votre livre, on a tout de suite, j'ai envie de dire, un plan cinéma qui s'offre à nous. C'est assez intéressant. Et peut-être que vous me direz un petit peu si justement, en tant qu'auteur, il y a un travail, le scénariste est là et bien prégnant. Mais quoi qu'il en soit, César reste planté au lit. Sa maman va essayer de l'en dissuader. Elle pense au début que c'est une blague. Et au final, non, ce n'est pas une blague. Il reste vraiment au lit. Cette séquence, on va dire, du démarrage impossible d'une journée, mais qui au final sera un démarrage impossible pour quelques semaines, voire quelques mois, c'est une situation dans laquelle vous êtes retrouvée? Moi, personnellement, oui. Non, mais j'ai connu le malaise, le mal-être adolescent et j'ai été hospitalisée plusieurs fois quand j'étais adolescente. Et j'ai rencontré une jeune fille qui était paralysée comme ça, sans qu'on en sache la raison, sans qu'on trouve de lésions fonctionnelles, sans que ce soit explicable d'un point de vue médical. En revanche, sa paralysie était, elle, bien réelle. Donc ça m'avait fascinée. Je devais avoir 12-13 ans et je m'intéressais beaucoup déjà aux autres et peut-être, sans le savoir, aux autres comme personnage possible. Et elle m'avait bouleversée, cette jeune fille. Et j'avais gardé ça, voilà, j'ai grandi avec ce personnage, avec cette idée-là. Et ensuite, c'est quelque chose que j'ai confronté au réel en tant qu'adulte en allant me documenter dans un centre de rééducation pédiatrique sur cette question du trouble somatoforme qui interroge aussi, qui interpelle aussi beaucoup les médecins qui sont face à des douloureux chroniques, des adolescents qui vont présenter des symptômes alors plus ou moins graves, ça peut aller jusqu'à la paralysie. Et ces patients sont dirigés dans des services de rééducation, ils ne sont pas dirigés vers la psychiatrie. Parce qu'au début, qu'il y ait un déni ou non, naturellement, on va leur faire passer tous les examens pour essayer voilà, on les passe un peu au scanner pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et quand on ne trouve pas d'explication, ça oblige la famille, le patient et toute sa famille à réinterroger le système. Et ça, je trouvais que c'était un point de début passionnant. Et que c'était aussi, ça pouvait raconter aussi beaucoup de choses de notre société et de la course à la performance, de la pression qui pèse sur les adolescents. Mais j'anticipe probablement sur vos questions. Oui, exactement, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure, alors on le devine assez rapidement qu'il n'y a rien de traumatique, on va dire, que c'est plutôt psychosomatique, en tout cas, ce qui se passe. Mais c'est suffisamment bien amené parce qu'en fait, on suit avec la famille donc les interrogations que cet enfant se pose, mais aussi les parents, évidemment. Et il va passer dans différents établissements, différents secteurs médicaux. Donc, on a des perches qui nous sont tendues par des médecins. Et puis, à un moment donné, on va creuser et on va proposer à César et sa famille de le mettre dans un établissement. Alors, près de la forêt Rambouillet, si je me souviens bien, qui accueille ces jeunes qui développent des problèmes de motricité. On va retrouver tout un microcosme, on va dire, médical assez important, avec des gros traumatismes. Et oui, d'enfants malades, ça ne concerne pas que eux. Tout à fait. Et César arrive là-bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'échelle de César, à l'échelle individuelle, mais aussi un petit peu, on va dire, le pendant au niveau de la famille. Oui. César, moi, je vais parler à la place de César. César étouffe dans l'enfance. Il a le sentiment de rétrécir. Plus il aperçoit la fin de l'enfance, plus il a envie de diminuer encore. Alors, on sent effectivement que César, il a grandi dans une famille bienveillante, mais qui a tendance un peu à l'étouffer, à l'étriquer.
Et, et le rôle des parents dans son histoire, dans cette histoire, est fondamental. Oui. La maman, on va dire qu'elle couvre encore énormément le petit dernier. Et le papa, vous l'avez dit, c'est la course à la performance. On met ses enfants aux échecs, au golf, il faut qu'ils fassent de brillantes études. On les met au chinois. Est-ce que vous pensez vraiment que, on va dire, c'est une typologie de famille qu'on voit, enfin, assez ordinaire au final, cette course à la performance? Est-ce que c'est générationnel? En tout cas, les pédopsychiatres rapportent énormément, une augmentation des burn-out, des phobies scolaires et du trouble adolescent associé à cette injonction à la performance. Donc ça, c'est bien réel. Il y a beaucoup de témoignages qui vont en ce sens. Moi, j'ai essayé aussi de dépasser la caricature ou le cliché dans cette famille qui vit à l'orée du bois de Boulogne et qui effectivement est très aisée. J'ai essayé notamment de creuser beaucoup la figure maternelle dans son ambivalence, dans sa volonté de maintenir ce lien avec son petit dernier, dans cette fusion, dans cette programmation plus ou moins consciente, elle-même étant un peu, dont elle est elle-même un peu l'otage, parce que c'est une femme qui a fait Sciences Po, qui a commencé à bosser, et puis qui a accouché de ses jumeaux, et qui n'avait pas vraiment nécessité à continuer à travailler parce qu'elle était dans un confort, le privilège de pouvoir s'arrêter. Et ensuite, cet arrêt l'a conduite à se mettre complètement entre parenthèses et à se perdre un peu dans cette figure maternelle de femme au foyer. Et donc, il y a tout un tas de mécanismes de compensation qui pèsent sur César et sur le petit dernier. Et ça m'intéressait beaucoup de creuser cette fusion. C'est un peu borderline, c'est parfois presque incestuel et en même temps, elle reste dans les limites de la décence, mais tout se fait dans une nuance où c'est écrasant pour elle et pour lui, cette relation, et en même temps, ça les construit l'un et l'autre. Donc comment se séparer, grandir, couper ce fameux cordon, c'est difficile pour César. Et c'est tout ce chemin d'émancipation par rapport à sa mère et aussi par rapport aux valeurs qui lui ont été inculquées, de loyauté familiale, c'est-à-dire la loyauté familiale passe par la réussite. C'est une injonction tacite, c'est une norme même, l'excellence dans sa famille. Et je pense que ça peut effectivement, je trouve ça beau de revendiquer, alors il le fait d'une manière étonnante, ce gamin-là, en refusant de marcher, mais c'est une manière de revendiquer le droit à l'échec quand même. Et qu'est-ce qu'il va faire de ça? Ça peut être plus qu'un fardeau, un merveilleux cadeau de la vie finalement. Exactement. L'enfant entre en soins, mais il soigne, on va dire, tout le cercle familial. Il y a un effet, on va dire, qui rayonne. En tout cas, le soin de l'enfant va rayonner sur tout le cercle familial. Quand on parle de la relation de César à sa mère, je vais vous citer aussi. Et César aimerait se précipiter dans ses bras. C'est au moment où, en fait, elle part de l'hôpital. Ils viennent de le laisser à l'hôpital. Il aimerait se précipiter dans ses bras, s'accrocher à sa jambe et l'empêcher de s'en aller. Il devrait lui crier qu'il l'aime, lui interdire de le laisser là, confesser le manque, l'épouvantable cafard, congédier le père et la garder rien que pour lui. Oui, voilà. C'est un garçon de 15 ans qui découvre les premiers émois amoureux, qui se découvre aussi, on va dire, physiquement, et qui a toujours ce cordon viscéral lié à la mère. Et je trouve que vous l'exprimez très bien, et cette progression, justement, et ce cheminement qu'ils font tous les deux est vraiment parfaitement maîtrisé. Enfin, en tout cas, c'est un des, on va dire, des chaînons de votre livre qui est vraiment très, très intéressant à suivre. Cette relation mère-enfant, en fait. Surtout sur des âges avancés d'ados. Parce que ça, des fois, c'est ce qu'on voit sur les petits. Et à ces âges-là, on a l'impression que ça y est, à 15 ans, un jeune homme, il est prêt à affronter la vie et à se découvrir. Et en fait, non, vous allez vraiment dans les subtilités de la relation d'un adolescent et notamment d'un jeune homme à sa mère. Merci beaucoup. Voilà.
En tout cas, j'ai vraiment essayé oui, enfin, c'est vraiment un des axes du roman, même si on est toujours dans le point de vue de César, on est dans le point de vue d'un César qui parvient à lire dans les pensées de la mère. C'est Exactement. un petit Oui. procédé, voilà, narratif. Chose qu'il ne fait pas du tout avec son père, Non, pas du tout. Et avec son père, on ne pleure pas. oui, oui, il y a ce côté. La figure du père, elle est intéressante aussi parce que on est par moments, sans dire que ça fait stéréotyper, mais on est dans quelque chose de très différent de la mère, évidemment, mais avec cette espèce d'héritage, on va dire, du masculin nécessaire, où il faut effectivement la performance, il faut que les enfants fassent peut-être mieux même que la génération d'avant, il ne faut pas pleurer parce qu'on est un garçon. D'ailleurs, je me suis demandé si ce papa avait eu une fille, quel papa aurait-il été avec une fille? Oui, probablement dans un schéma plus classique, en ayant un peu moins d'ambition pour elle et encore. Moi, j'avais vraiment envie que cette fratrie soit masculine. Euh, Effectivement, c'est une question que je me suis pas complètement posée, mais je pense que c'est plus écrasant c'est plus difficile d'être un garçon dans cette famille. Assez, oui, de ce point de vue-là, le papa est un peu plus dans le stéréotype du père, de cette figure indépassable. Ça aurait été différent, oui, s'il y avait une fille. Alors, on appréhende bien le cercle familial, mais ce qu'on appréhende aussi très bien dans votre roman, Fanny, c'est le microcosme hospitalier. Euh, vous restituez très bien, on va dire, l'ambiance, les lieux, jusqu'au son. Alors, il y a des personnages, je pense notamment à Charlotte, à Leonardo. Euh, et je vais lire une séquence, justement, parce que c'est la façon dont vous arrivez à nous restituer cette ambiance-là. Et si vous me dites que vous y avez passé un petit peu du temps, effectivement, je comprends mieux. Oui, j'y ai passé du temps moi en tant qu'adolescente et j'ai une nièce qui est très malade aussi, donc je passe du temps à Necker. Je suis assez, oui, je connais bien les hôpitaux pour enfants. Alors, juste pour un petit peu voilà, donner ce que vous donnez justement à voir du milieu hospitalier. Stupéfait, César observe la machine de guerre, donc il parle de Charlotte, l'aide-soignante, mettre la chambre au garde à vous. Tac, le verre d'eau, les draps, deux temps, trois mouvements, le lit refait. Tiens, enfile ton pantalon, regarde, j'ai ma technique. Hop, bascule sur le côté, non par ici, voilà, tu vois quand tu veux. Tapotage du coussin, chambre aérée, lueur sur la flaque croupissante. Mais c'est mouillé par terre, t'as renversé, mais il fallait sonner. Vaut mieux nous déranger plutôt que quelqu'un glisse dessus. Voilà, nickel, plus de traces, c'était pas compliqué. Bon, t'as faim? Je vais appeler Leonardo pour qu'il t'emmène. Toute cette petite séquence assez rapide, mais qui croule de détails en fait. Hein. On visionne très très bien. Je suis allée, je pense comme tout le monde, à l'hôpital une fois, ou en tout cas pour mes grossesses. Et effectivement, ce tapage d'oreiller, ces ambiances de verre, de plateau, tout y est en fait. Et vous restituez ça très bien. Et j'y reviens sur l'aspect de votre, on va dire, de votre approche scénariste aussi. Est-ce que ça influe dans votre façon d'écrire? Alors oui, j'étais pas scénariste avant d'être romancière, c'est dans l'autre sens, mais j'ai d'abord écrit mon roman Une jeune fille aux cheveux blancs et je suis devenue scénariste à l'occasion de l'adaptation de ce roman. Cependant, j'ai commencé à travailler dans le cinéma, j'avais 20 ans parce que je lisais plein de scénarios pour des Sofica, des productions, j'étais conseillère artistique et puis après je suis devenue directrice développement de société de production. J'ai fait ça pendant quelques années avant vraiment de me lancer moi-même dans l'écriture. Donc, c'est un peu indissociable. Je pense que j'ai une écriture sensorielle, visuelle, c'est-à-dire que j'ai besoin de visualiser, mais aussi de convoquer d'autres sens, l'olfactif, l'odoral, oui, tous en réalité. Donc, c'est ce qui fait que probablement, on me dit toujours que j'ai une écriture assez cinématographique. Ensuite, dans le découpage romanesque et dans la structure même, mes chapitres correspondent, c'est vrai, souvent à des unités de lieu et donc à des séquences potentielles. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi dans l'univers hospitalier là, c'était le contraste entre
le chemin très intime qu'on accomplit aux côtés de César, c'est-à-dire on est vraiment dans l'intériorité du personnage, de ce personnage qui est en mouvement et que j'ai essayé d'accompagner de la manière la plus subtile et profonde possible. Et ce rythme implacable de l'hôpital qui vient constamment percuter ses réflexions et même son immobilité s'en trouve complètement amputée, immobilité, mais en tout cas, comment dire, oui, transformée par ce rythme de l'hôpital qui correspond absolument pas à la lente métamorphose qu'il est en train d'essayer d'accomplir. Donc c'était la rencontre entre ces deux univers qui m'intéressait, entre ces deux mélodies presque, ces deux rythmes-là, y compris dans la forme, dans l'écriture. Ouais. Et puis donc, dans le microcosme hospitalier, donc il y a les professionnels qui ont leur place, leur rôle, et qui est très bien restitué, avec aussi toute, on va dire, la difficulté qu'ils ont d'appréhender, là typiquement quand César arrive, c'est un nouvel arrivant, donc il faut savoir l'accueillir, le mettre en confiance, accepter aussi sa colère, ses moments de détresse, et puis l'amener progressivement, on va dire, à dompter les lieux, à les accepter et à aussi accueillir les autres, c'est-à-dire ceux qui forment le collectif des soignés. Et c'est vrai qu'ils sont jeunes. Alors, on a quelques personnages qui sont... On reviendra à Lia après, parce que Lia, c'est un personnage à part. Mais c'est intéressant de découvrir aussi quels sont leurs mécanismes déjà d'appréhension les uns et les autres, au regard, pour certains, de la gravité de leurs blessures et de leurs soins. Il y a aussi, là aussi, quand vous parlez de rythme, il y a aussi ce qui relève effectivement de la gravité de leur situation et parfois la futilité de leurs propos et de leurs conversations. Bien sûr, parce que l'enfant reste fermement accroché à eux, heureusement, et que la condition d'un enfant malade ne suppose pas qu'il soit triste du matin au soir ou affligé. Ou... Au contraire, il y a plein de moments où la vie explose en reprenant ses droits. Et ça, c'est aussi tous ces contrastes que j'ai souhaité restituer dans l'écriture. Et les personnages sont assez hauts en couleur, mais parce qu'ils sont à l'image de ce que j'ai pu observer moi. Et c'est pas seulement des leçons de courage, c'est que simplement ils vivent. Donc on est dans ce présent-là qui est fait de choses, de moments de grande souffrance, de lutte et de moments d'euphorie et de joie et de rire et de partage, parce que ça devient leur quotidien et que d'une certaine manière, c'est presque banalisé. En tout cas, c'est en fait. Voilà. Et vous investissez aussi très bien les lieux parce qu'on passe dans les chambres, évidemment, qui sont des lieux plus intimistes, plus personnels, mais il y a aussi tout ce qui relève du soin collectif, donc la piscine, les animations artistiques, quand on les fait chanter, se mouvoir, puisque beaucoup ont des problèmes de motricité. Le fait aussi que ça les mette en difficulté, mais en même temps d'essayer de s'assumer aussi dans des regards en fait, d'enfants qui ont aussi des problèmes. Et puis César a aussi un passage, une étape à franchir aussi quand il arrive dans cet hôpital. C'est le fait d'accepter en fait, ou de ne pas accepter, je ne sais pas comment le formuler, mais le fait que ce pourquoi il est là, la question de la légitimité de sa douleur se pose, il n'est jamais qu'un symptôme. Oui. Il est évidemment moins légitime que dans sa tête, que la personne d'à côté qui a eu une vraie... Lui seul se la pose, la question de légitimité. Personne ne va venir le chercher là-dessus. Oui, mais il y a quand même une errance diagnostique et il a besoin d'être rassuré, surtout que c'est un enfant qui a un attachement aux mots et à la légitimité de ses pairs. Ça va aussi avec cette bifurcation qu'il va prendre. Il va s'autoriser à ne plus
attendre d'avoir l'assentiment de ses pairs pour agir. Mais au départ, il attend d'avoir un diagnostic comme on attend d'avoir 20 sur 20 à son devoir sur table. Et tout à coup, il y a quelque chose d'assez approximatif autour de sa maladie qui le dérange beaucoup. Il aimerait qu'on lui dise, voilà, tu es atteint de ce mal et c'est extrêmement grave et bravo, c'est formidable, tu es très très malade. Et en réalité, c'est pas ce qui se passe. On tâtonne beaucoup autour de sa maladie. En revanche, le fait d'être pris en charge et d'être accepté parmi d'authentiques malades l'aide probablement dans son processus à reconnaître quelque chose de ses difficultés et à admettre qu'il a besoin de soins. Tout ça est très paradoxal, hein, mais César est un personnage avec lequel moi j'ai vécu un petit peu, et il a cette ironie permanente, ce sentiment de décalage par rapport aux autres, ironie qui nous fait sourire, un peu mordante, un peu grinçante, et en même temps qui est teintée de mélancolie parce qu'elle exprime cette difficulté à répondre aux besoins de normalité qu'il éprouve. Il aimerait tellement en même temps être comme les autres. Et sa manière d'essayer d'être comme les autres est tout à fait singulière, évidemment. Et César donc, poursuit ses soins dans cet hôpital. Il y a de la vie, il y a de la jeunesse, mais il y a aussi la mort. Bien sûr. Ah non plus, hein. Alors c'est fait de façon très sobre, très rapide, mais c'était important pour vous de rappeler qu'effectivement dans ces lieux-là, on ne fait pas que soigner, qu'il y a de la perdition de vie. Ouais. Ben oui, dans le centre dans lequel j'étais, il y a un adolescent formidable qui se savait condamné, qu'il était. Voilà. Alors, effectivement, moi, mon roman est plutôt tourné vers la guérison, et même complètement, et vers l'émancipation, et il est, je crois, plein de lumière. Mais néanmoins, c'est vraiment il n'était pas question d'évacuer l'horizon de la mort, et ce d'autant qu'il est lié aussi à plein de choses de manière universelle dans la construction adolescente et dans la libido et dans cette pulsion de vie qui habite aussi le personnage. Donc, tout est lié, et il fallait absolument, oui, qu'elle se soit évoquée, même si c'est assez... C'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est posé, mais c'est juste ce qu'il faut, en longueur, très bien placé. Il y a la mort, mais il y a aussi l'amour. Et c'est vrai que votre roman, c'est aussi un très beau, une très belle, on va dire, expression de sentiments et d'amour. Une jeunesse, voilà, qui est parfois désemparée, abîmée. César, dans ce temps d'hospitalisation et de rééducation, va rencontrer une jeune fille. Ils sont très différents dans les personnalités. César arrive plutôt, je ne vais pas dire introverti, mais plutôt a du mal, voilà, à sociabiliser et n'exprime pas, on va dire, ouvertement ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Lia est une jeune fille qui est là, qui est dans cet hôpital depuis plus longtemps que lui, donc a déjà, on va dire, s'est déjà placée et positionnée dans cet espace. Mais c'est une jeune fille d'une force incroyable qui n'a plus l'usage de ses jambes, qui était amatrice de boxe thaïlandaise, donc qui avait, on va dire, une certaine fougue. Et en fait, moi, ce que je me suis quand la première fois, quand j'ai rencontré Lia dans votre roman, c'est qu'elle ne boxait pas en fait avec les mains, mais elle boxe avec les mots, quoi. Oui. Et c'est vraiment... Oui, elle est solaire, elle est percutante, elle est fonceuse, elle a ces qualités que César aimerait avoir. En tout cas, il partage ensuite un imaginaire commun, mais c'est vrai qu'elle ne semble pas empêchée, alors qu'elle est handicapée, et elle est au contraire dans le dépassement et dans l'envie d'en découdre. Il y a une sorte d'urgence dans ce personnage que j'aimais beaucoup, alors que la temporalité de César est beaucoup plus lente. Ouais. Et la rencontre se fait pas, c'est pas le coup de foudre, hein. On n'assiste pas à un coup de foudre, même s'il y a quelque chose de magnétique qui se met en place.
c'est pas un coup de foudre à proprement parler. Par contre, ils vont se séduire, ils vont se dompter, on va dire. Et ce sont Pardon, non, la rencontre est placée sous le sceau de la compétition. Enfin, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est un coup de foudre, mais comme bien souvent, on ne le sait pas a posteriori, oui, et que ça passe par l'affrontement, la joute, et ce qui est souvent une manière dont les corps expriment l'amour, surtout à cette période-là. ouais. On est assez maladroit pour décrypter ses sentiments et pour les exprimer, et où c'est presque malgré soi qu'on se dit les choses. Et ça va aussi avec la continuité de ces troubles somatoformes, quand le corps dit un peu le contraire, ou nous devance, en tout cas, devance nous, en sait un petit peu plus que nous. Ouais. Et pour la matière, la rencontre de César et Lia et on va dire les sentiments qui commencent à, voilà, à surgir, à se mettre en place, c'est du roman d'apprentissage en fait. On est vraiment Oui, dans un roman d'initiation, d'apprentissage complètement. J'avais vraiment envie que ce soit la relève, ouais, qui est cet élan-là. Ouais, et justement, bah voilà, vous parlez de la relève. Alors, le titre, je le trouve fabuleux parce qu'effectivement, on est face à une génération, on va dire, voilà, qui fait front, qui ferait front, qui ne se dépossède pas, on va dire, de ses propres pouvoirs pour pouvoir dépasser on va dire, les contraintes, les obstacles. Et on se pose même la question à un moment donné, est-ce que c'est pas aussi une leçon qui est faite aux parents, en tout cas je pense aux parents de César, parce que l'histoire de Lia et de César va se poursuivre. Je veux pas trop dire de choses quand même, mais Oui. c'est une très belle leçon, en fait je trouve, en tout cas c'est une très belle, oui, une très belle leçon et un très bel exposé que donne César à ses parents qui, eux, ont des fragilités de couple, sur certains malentendus, sur certains... Et oui, la relève, elle se fait aussi à ce niveau-là, sur comment on est en capacité aussi de penser à sa vie, mais aussi à ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, et dépasser aussi le cadre dans lequel il est bon ton de rentrer souvent. Exactement. Parce qu'effectivement, cette génération, elle a de sacrés défis à relever. Et on voit bien que il y a des injonctions paradoxales qui, moi, m'intéressaient beaucoup. Ça m'intéressait de réfléchir à ce que ces adolescents avaient envie de nous répondre. Alors, on était même bien avant le Covid, hein, quand j'ai écrit ce livre, mais déjà, je trouvais que c'était quand même un peu compliqué à tenir comme position pour un adolescent, de se dire formidable, mon chéri va manifester contre le réchauffement climatique le vendredi après-midi, mais en revanche, samedi, dimanche, tu restes enfermé pour réviser, pour avoir le lundi matin la meilleure note à ton devoir sur table qui te permettra de rentrer à HEC. Donc, il y a une espèce de grand écart permanent que l'on demande à cette génération d'accomplir. C'est-à-dire qu'on leur dit, il va falloir changer de paradigme, ce modèle de croissance, on va dans le mur, et en même temps, on continue à les entraîner à leur dire qu'en attendant, faute de mieux, faute d'avoir trouvé un meilleur système, il faut quand même qu'ils excellent dans ce système vieillissant que précisément on dénonce. Donc, comment grandir et se construire sinon en proposant une synthèse un peu audacieuse et personnelle face à tout ça. Enfin, moi, ça m'intéressait vraiment de saisir cette génération à ce moment-là dans ses contradictions. Alors, il se trouve que moi, il me semble qu'il y a beaucoup de résonance entre mon roman et la période qu'on vient de traverser, qui a obligé tout le monde à prendre ce pas de recul, à être dans ce hors-temps. On a lu tout un tas de choses sociologiques, de mise en perspective, mais c'est intéressant. Je ne dis pas du tout que la réponse est dans mon livre, je dis juste qu'il y a un écho très contemporain aux questions que César se pose et qui lui sont posées. Oui, mais c'est vrai que sur le fait de l'immobilité, en fait, amène à revenir à soi et effectivement à se, on va dire, à s'introspecter, on va dire, et c'est ce que César fait quand même malgré son jeune âge. Mais le fait qu'il ne puisse plus se mouvoir, ne puisse plus avoir la vie qu'il avait avant, l'amène à décoder ce qui se passe en extérieur de façon beaucoup plus alerte et beaucoup plus, on va dire, fine, et en même temps à s'introspecter aussi, lui, à son niveau. Et c'est là aussi où c'est très intéressant ce que vous avez fait.
Ah bah, merci beaucoup. Alors, je vais juste reprendre la main. Moi, Ouais. j'ai juste envie de vous poser une question, Fanny. Quel est votre rapport au corps et au handicap? Donc, voilà une vaste question. Euh, Parce qu'il est question du corps aussi, hein, quelque part dans votre livre. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi. Tout à fait, tout à fait. Dans la métamorphose aussi du corps adolescent. Hum, alors, il y a deux questions parce que l'acceptation du handicap, c'est pas la même chose. Mais moi, j'ai été anorexique quand j'étais adolescent, donc j'ai eu ce truc à la fois d'hyper-contrôle et de disparition. C'est-à-dire que c'est à la fois une maltraitance qu'on s'inflige et en même temps une volonté de disparaître et que ça ce soit très très visible. Donc c'est aussi un appel au secours. Il y a plein de paradoxes, je trouve, dans l'anorexie mentale. J'ai eu la chance de m'en sortir très bien et que ça ne dure pas non plus extrêmement longtemps. Mais je pense que enfin, c'est en moi, c'est dans mon rapport au corps et à l'écriture aussi. Ensuite, moi, le handicap, il se trouve que ma voisine est une femme handicapée, pilote de voltige, une femme extraordinaire qui a complètement surmonté son handicap et qui est assez exemplaire dans la force de vie, tout ce qu'elle a réussi à faire avec pas contre justement, avec cet accident qui lui est arrivé quand elle était jeune. Et je pense que ça a dû changer aussi peut-être mon regard sur le handicap probablement. Mais en tout cas, oui, voilà, dans ce roman, l'IA, il ne s'agit pas d'être angélique et de nier les difficultés que ça suppose, mais en tout cas, oui, j'avais vraiment envie que ce personnage soit solaire, lumineux et que le message ne soit pas ni anxiogène ni pessimiste sur la question du handicap. Voilà. C'est même un roman, je trouve, plutôt optimiste, moi, qui est, Oui, qui est justement très solaire et qu'on lâche, on va dire, non pas terrassé, mais plutôt, je trouve, rassuré, justement, par la relève. C'est comme ça que je vais le dire. Alors, je peux juste lire un petit extrait. Après, il y a des questions, mais alors après, on va alors vas-y, rapidement, parce qu'après, sinon, ça va dépasser. Même que je trouve très intéressant dans le livre. César, il imagine divorcer de lui-même. Et César, il est tenté par le divorce. Je te quitte, on ne se comprend plus. Depuis le premier jour, je fais semblant de supporter ta voix de faussaire, ta tronche de premier de la classe, ton orgueil impossible et tes cafards délétères. Je m'applique à tout faire parfaitement comme tu aimes, mais ça ne te suffit pas. Tu es insatisfait de nature, tu ruines tout, tu te désagrèges, tu as 15 ans et tes fondations se délitent, même ta mère t'a jeté. On n'en peut plus de tes simagrées. J'ai besoin de me sentir libre. Donc César décide de divorcer de lui-même. Je pense que c'est vraiment, il y a un phénomène de mue qui est super intéressant aussi. Bon, on n'a pas le temps, mais c'est pas grave. Moi, je vous ai lu avec beaucoup d'attention. Et moi, ce qui m'intéresse chez les auteurs, c'est leur troisième roman. Et ça, c'est votre troisième roman. Et je trouve qu'il y a une réflexion qui est super intéressante. Et est-ce qu'on peut dire, justement, que ce roman, c'est un roman sur l'attente? Parce qu'il y a aussi il y a la pression. Il y a la pression des parents, il y a la pression de ses copains. Il y a pas de la compétition, il y a de l'excellence. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman sur l'attente aussi? On peut complètement le dire, oui. Est-ce que c'est tout ça aussi ce message que vous vouliez passer? Qu'il faut savoir écouter son corps pour faire une pause des fois quand on a trop de pression. Oui. Et justement ce rapport à la pression familiale, à la pression même entre eux, les ados ils se mettent une pression mais de dingue, pire que nous, je pense en tant qu'adultes. Oui, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, oui, en plus. Oui, cette pause dans la temporalité collective, c'est pour ça que ça m'a tant interpellée que mon livre sorte en plein, comme ce livre-là se trouve confiné, mais complètement sur l'attente et ce cadeau précieux qui nous est fait peut-être de prendre le temps de penser le monde un peu différemment et de réfléchir à la place qu'on veut occuper, très personnelle et singulière, que l'on veut occuper dans le monde. Donc, oui. Alors, il y a une question sur la couverture. Est-ce que cette couverture, vous l'avez eue tout de suite au début quand vous avez écrit, ou est-ce qu'elle est venue à vous
à la fin du roman. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un choix personnel de votre part ou c'est un travail de réflexion? Elle m'a été proposée par Flammarion à la suite de discussions et d'échanges. Elle correspondait tout à fait à ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait à la fois un élan, une immobilité. Ce personnage a les yeux fermés. En même temps, on sent que voilà, il est en train d'émerger. Donc la couverture est arrivée, le livre était déjà terminé. Mais c'est une photo qui rend bien compte, je crois, qui est assez juste par rapport, il me semble, par rapport au livre. En tout cas, elle m'a plu tout de suite. Et est-ce que César est un Peter Pan? Ah, en tout cas, oui, sa mère l'élève comme un Peter Pan, mais c'est un syndrome dont il se défait progressivement au cours du livre pour exister autrement et être un autre personnage. Mais probablement, oui, au début du livre, indéniablement, il grandit avec cet interdit de grandir. Après, il y a une question sur votre travail. Comment ça se passe? Vous faites un plan bien établi et vous le suivez à la lettre, ou est-ce que vous vous laissez embarquer et que vos personnages vous amènent là où peut-être vous ne vouliez pas aller et vous forcent à y aller? Comment ça se passe? Un peu les deux. J'ai une structure assez claire de la narration. Je dis souvent, c'est comme un voyage qu'on a l'intention de faire. On se documente un peu et on se dit, bon, bah voilà, je vais aller à tel lieu, tel lieu, tel lieu. On a les étapes, les escales. Et ensuite, on fait des rencontres. Et c'est ce qui fait qu'un voyage est réussi. C'est qu'à chaque endroit où on se pose, théoriquement, si on veut que le voyage nous transforme un peu, il faut accepter de lâcher prise et de ne pas faire exactement ce qu'on avait prévu de faire au départ. Et c'est la même chose dans un roman. J'ai tout un tas de lieux de rendez-vous et mes personnages s'étoffent et grandissent et je suis parfois un peu surprise de la manière dont ils évoluent et après vient le retravail avec mes deux éditrices et des suggestions qui peuvent... Là, il y a eu un chapitre entier qui a été enlevé et je l'ai remplacé par un autre dans un tout autre décor qui sensiblement racontait la même chose, mais très différemment, peut-être de manière plus claire aussi d'ailleurs. Voilà. Et ça, vous avez eu des contraintes? Ça vous a embêté qu'on vous demande de retravailler tout un chapitre entier Énormément sur le moment. Je dis, mais non, je ne vais jamais le faire. Bien sûr que non. Et il en est hors de question. Et puis, je rentre chez moi. Je dis peut-être un peu plus poliment que ça. Et je rentre chez moi. Et déjà, même sur le trajet, après avoir quitté le rendez-vous, je réfléchis et ça me hante. Et là, c'était allé très, très vite. Une semaine ou 2 semaines après, je dis, bon, j'essaye, on verra bien. Je vais le garder de toute façon, mais j'essaye. Et puis finalement, après, je me dis, ok, elles avaient raison, on balance ça et c'est beaucoup mieux. Et quand on sent que c'est juste, fondamentalement, on résiste assez peu de temps à l'envie d'y aller, d'essayer et d'écrire. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce roman-là? Le premier jet, c'était relativement dense. C'était peut-être j'ai dû commencer un peu dans l'été, mais l'été, c'est toujours un peu compliqué pour moi pour écrire, mais c'était très, très intense entre septembre et Noël. Et ensuite, il y a eu beaucoup de retravail. J'ai beaucoup aimé retravailler ce livre. J'aime de plus en plus retravailler mes textes. Ouais. J'adore le retravail maintenant. Et c'est un autre temps. Il y a un temps de joie, de parfois même un peu de transe. Alors ça paraît très emphatique, mais d'écriture. Et ensuite un temps beaucoup plus lent, minutieux, qui est très intéressant et d'échanges avec très peu d'échanges, mais des échanges très nourris avec mes éditrices. Ça, j'adore. Ouais. Et là, vous avez quitté complètement vos personnages ou ils sont encore là, ils vous hantent la nuit? On fait comment pour quitter des personnages aussi forts que ça? C'est compliqué? On écrit le prochain, on a déjà le sujet du prochain, et donc du coup, on les dit, allez, je vous dis au revoir et je vais aller avec les autres. Ça se passe comment? C'est difficile pour vous? J'ai l'impression que je les abandonne pas complètement parce que je suis en discussion avec des producteurs là pour l'adaptation. Il n'y a rien de très précis encore. Le berceau, en revanche, là, je suis en train de l'écrire, c'est signé. Ouais, il y a une question là justement sur l'adaptation. Mais peut-être, je ne sais pas, hein, c'est pas non plus
tous mes romans ne vont pas nécessairement être adaptés au cinéma. C'est pas, moi, je veux qu'ils existent en tant que romans à part entière. C'est une fin en soi pour moi, hein, qu'ils existent en tant que romans. Mais ça peut me permettre, si je les retrouve au cinéma, de les retrouver. Ça, c'est génial parce que c'est une prolongation, même si c'est très frustrant le temps du cinéma, parce que c'est très court un film, hein, 90 minutes, un long métrage. Souvent, les distributeurs nous demandent d'être dans ce format de 90 minutes. Donc, il faut essayer de ne pas être trop réducteur avec la dimension psychologique. On est très libre dans le roman, on a du temps pour passer, on peut passer vraiment du temps et être dans la tête de son personnage et être avec lui. Mais voilà, ça, c'est une petite manière de résoudre le manque. Mais pour l'instant, non, César est encore bien là, même si c'est vrai que se superposent déjà les personnages suivants qui... En ce moment, je suis un peu plus avec les personnages du livre d'après, c'est vrai. Et alors justement, par rapport aux adaptations cinéma, donc vous avez la chance de pouvoir travailler sur le scénario. Est-ce que parfois vous vous dites, j'ai raté un truc dans le roman, finalement je vais le tourner autrement pour le cinéma? Est-ce que ça vous arrive en disant non, ça n'allait, au final ça n'allait pas du tout, ça me plaît plus? J'extrapole. Ça m'est arrivé sur l'adaptation de La jeune fille aux cheveux blancs. Le personnage de Laurent Lafitte, on l'a complètement transformé par rapport à, ben voilà, je ne sais même plus le nom du personnage, c'est incroyable, de mon roman. Ah, c'est bizarre ça. Bah, moi, j'oublie les noms des personnages tout le temps, de toute façon, je suis très bizarre avec ça. Mais en tout cas, oui, il y a... J'avais pas envie de le retrouver comme ça, et la réalisatrice Marion Vernou, avec qui j'avais écrit, n'en avait pas envie non plus. Je suis complètement prêtée au jeu de transformer ce personnage. Ça ne vous a pas dérangé qu'on change complètement? Ça ne vous a pas perturbé? Non, dans la mesure où j'étais au cœur du processus créatif. Je ne l'ai pas vécu. Par contre, ça vous aurait dérangé? Si c'était quelqu'un d'autre qui avait changé le personnage, est-ce que ça vous aurait dérangé? Peut-être que j'aurais vécu ça comme une grande trahison, je ne sais pas. Mais là, dans la mesure où j'étais plus que consentante, même active dans ce processus, ça m'allait très bien. Mais oui, c'est peut-être pas du tout évident. Moi, il se trouve que j'étais heureuse du film Les Beaux Jours, et j'espère que je le serai de l'adaptation du Berceau. C'est toujours un pari, hein. C'est de toute façon autre chose, et bien souvent les lecteurs sont souvent un peu déçus parce que c'est tellement intime la lecture qu'on a d'un livre quand on l'écrit, mais quand on le lit aussi, hein. C'est entre l'auteur et le lecteur, c'est deux intimités qui se rencontrent. Moi, bien souvent, on me raconte un livre que je n'ai pas du tout écrit, mais il y a des gens très émus qui me disent oh, c'est fou, et ils ont une lecture qui n'est pas la mienne, mais elle est juste leur lecture, puisque c'est la leur, c'est le but de la littérature, c'est ce qui est très beau au cinéma. Évidemment, les résonances sont aussi personnelles, mais tout à coup, il y a une espèce ça enlève un peu d'imaginaire aux gens. Et quand même, les personnages sont très incarnés, et il y a des gens qui sont évidemment déçus, je le comprends très bien. Moi, en tant qu'auteur, c'est rigolo de faire les deux, mais voilà. Parfait. Moi, je n'ai plus de questions. Je vais vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Je signale aux participants qu'il faut vraiment aller en librairie acheter le livre de Fanny qui est sorti le 4 mars. Donc là, vous n'avez plus d'excuses. Hein, les librairies sont réouvertes. Vous avez même la possibilité sur notre site internet, si vous avez une envie pressante, là, juste après qu'on ferme, que votre libraire est fermé, que vous ne pouvez pas y aller, sur notre site, un endroit où aller, dans la catégorie des auteurs, sur la fiche de Fanny, vous pouvez cliquer sur acheter le livre et vous allez être redirigé parce que Frédéric Degal fait ça très très bien. Vous allez être géolocalisé, donc ça va vous proposer vos libraires indépendants autour de vous et vous allez pouvoir acheter directement. Voilà. Donc nous, on a décidé... libraire. Oui, exactement. On a décidé de faire un conseil poche. Donc Sophie, peut-être que Fanny, vous avez un conseil de livre à donner aux... Oh là là. Là, comme ça, tout de suite, j'ai peur d'être de ces... Aïe, pardon. Vous avez lu là dernièrement ou pas? Vous avez lu un livre dernièrement? Non. J'ai jamais, non, je ne lis jamais de livres. C'est un principe. Non, mais il m'arrive un truc très bizarre qui m'est pas arrivé depuis que je sais lire. Hein. En ce moment, je suis dans un temps de non-lecture et ça me perturbe énormément. Je n'arrête pas. Donc, je vais pas citer les livres parce que ce serait pas gentil pour les auteurs. Je commence des livres et je les arrête. Et d'habitude, je fais jamais ça. Et j'arrive pas, je pense que je suis très fatiguée à cause de mes enfants et du rythme. Ou un classique qui vous a marqué. Un classique qui vous a marqué, ça c'est possible. Ah oui, plein. Oh là 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 là. Moi, je suis les auteurs du 19e, énormément. Balzac, Zola, Stendhal, beaucoup, beaucoup. Le Rouge et le Noir à 14 ans. Alors, ça n'a rien d'original, hein, mais
Plaisir fou, Maupassant. Non, alors là, je suis toujours très nulle. Je mets des heures à réfléchir à ces questions. Et après, je me dis, mais pourquoi tu n'as pas parlé de ce livre? Non, je suis navrée. Bon, Sophie va vous sauver, elle va donner son oui, premier conseil. Faites-le bien mieux que moi, qui suis incapable d'improviser sur ce genre de sujet. Lisez en tout cas. Ouais, non, déjà, moi, je tenais à vous remercier, Fanny, pour ce moment de partage. Voilà, c'est des bons moments. Donc, merci, Fanny. Merci beaucoup. Et bien, moi, je conseille aujourd'hui Les Tortues reviennent toujours, qui est sorti en poche en mars dernier, de Enzo Napolillo, qui est un jeune Italien. C'est son premier roman. Alors, c'est un roman qui est très réussi, qui s'empare d'une magnifique histoire entre deux jeunes. Il y a des similitudes avec votre roman aussi, Fanny, parce qu'on va découvrir un jeune homme, pareil, une dizaine, douzaine d'années quand on fait sa rencontre, qui vit sur une île au sud de l'Italie, l'équivalent corse pour la France, et où beaucoup de Napolitains partent et de Milanais partent en vacances l'été. Et chaque année, ils retrouvent une jeune fille qui vient là en vacances avec ses parents. Sauf que la période qu'on traverse, c'est la période des grandes vagues migratoires en Méditerranée. Et ces deux jeunes gens, un été, à l'aube de leurs 15 ans, au moment où ils vont, on va dire, concrétiser leur relation, vont découvrir un corps dans la mer. Et ça va changer complètement leur vie, leur relation et leur envie d'avenir. C'est un roman qui est limite, il y a des passages qui sont quasi poétiques, il y a un sujet d'actualité fort qui est évoqué. Les personnages, vous parlez d'incarnation, sont magnifiquement incarnés. C'est tout à fait le genre de livre qu'on pourrait voir adapté en film. Voilà. Ça donne très envie. Très, très beau livre. L'éditeur? Alors, c'est aux éditions de l'Aube. Et c'est un premier roman d'un jeune Italien. D'accord. Alors, moi, j'ai choisi, c'est pas plombant, mais il y a 2 ans, on a perdu, le monde de la littérature était en deuil. On a perdu Philippe Ross. Et il y a ce livre, Pourquoi écrire? Et c'est une compilation de ses essais. Et il explique plein de choses. Et c'est passionnant. Donc, je vous engage vraiment à lire ce livre. Donc, c'est chez Folio. Voilà. Donc, avant de nous quitter, je voudrais juste parler 2 minutes à tous les participants qui sont là. Je sais que tout le monde réclame les replays parce qu'il y en a qui ont raté, il y en a qui n'ont pas pu être là, bon, de tas de questions. Donc, les replays, ça prend un petit peu de temps. Donc, par exemple, le replay de ce soir sera peut-être là la fin de semaine prochaine si tout va bien, parce qu'il y a des manipulations et il y a un jeune homme charmant qui est bourré de talent, qui s'occupe de ça, qui s'appelle Jules Bonnel, qui fait des habillages, c'est-à-dire qu'il met un générique avant, un générique à la fin, qui coupe si on est un peu flou. Enfin, il y a un travail de dingue qui est fait, donc d'ailleurs, je voudrais le remercier. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas tous les replays. Je sais que ce matin, il y a 3 replays supplémentaires qui ont été mis en ligne. Donc, je vous engage à aller les voir soit sur la chaîne YouTube, un endroit où aller, ou sur le site internet unendroitoualler.com avec le chiffre 1 pour commencer. Après, j'ai une autre petite requête. J'ai plein de choses à vous dire ce soir. Quand vous demandez de l'inscription pour des rencontres, derrière, ce n'est pas un robot, c'est juste moi. Donc, comme je ne suis pas encore médium, je n'ai pas encore ce don, est-ce que vous pouvez juste mettre dans l'objet pour quelle rencontre vous voulez avoir les liens, parce que ce n'est pas des inscriptions, ce sont des liens. Donc, peut-être qu'on avait mal choisi le mot. Et d'ailleurs, quand vous demandez la programmation à être abonné pour recevoir tous les liens, sachez qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer un mail, si vous le recevez par exemple ce soir, demain, vous renvoyez un mail pour avoir la rencontre de demain. Vous avez tous les liens. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut garder ce mail parce que toutes les rencontres ont un lien qui est unique. Ce n'est pas un lien universel pour toutes les rencontres. Donc, gardez bien ce mail. Voilà. C'est juste le petit message que j'avais à dire. En tout cas, je remercie tous les gens qui me font des petits mots parce que j'y passe beaucoup de temps. Je réponds personnellement et on met beaucoup de notre personnel avec Frédéric pour répondre à tous les gens qui nous écrivent. Donc voilà. Donc je voudrais encore une fois remercier Fanny. Je vous engage à aller en librairie dès ce soir avec le site ou dès demain. Allez voir vos libraires, ils ont besoin de vous voir pour acheter La Relève. Vous allez passer un très bon moment de lecture. Allez aussi dans la librairie de Sophie, Les Cocottes Rousses à Lyon. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin, mesdames, avant qu'on se quitte. Et je vous remercie encore une fois d'avoir passé cette rencontre avec nous. Eh bien, merci Fanny. Merci de venir. Mais oui, mais je vais venir vous voir à Lyon. Dès que j'aurai le droit de parcourir plus de 100 km, je le ferai. Et puis, écoutez, même si vous n'arrivez pas à lire en ce moment, au moins écrire, au moins ça. Oui. Qu'on ait le plaisir de vous retrouver dans quelques mois. Ça revient, même
en fait, c'est pas le plaisir de la lecture qui a été parti, c'était le temps, la disponibilité. Voilà. Mais je ne suis pas inquiète. Bon. Ben, merci en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir.